Petite. Aujourd'hui, je suis très enchanté de vous revoir encore une fois pour notre nouvelle séance de français. Alors, est-ce que vous avez la pêche? Oui, moi perso, nickel. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour une séance de lecture. Voilà, ça fait partie de la séquence 6, l'activité de lecture. Et l'objectif, c'est lire la morale d'un conte. Donc, après la fin, après avoir trouvé la solution, le personnage principal arrive à la fin, il est content, il est joyeux, lui et sa famille, lui et son entourage. Donc, ce conte n'était pas fait seulement pour nous distraire, nous amuser. On n'avait pas lu ce conte seulement pour l'amusement, la distraction, le divertissement, mais comme tous les contes, on doit apprendre quelque chose dans notre vie, prendre une sagesse, prendre une morale, prendre une leçon qui va nous servir dans notre vie quotidienne. Donc, voilà, chers enfants, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance de français. Il s'agit d'une activité de lecture qui vise à vous amener à lire et à comprendre la morale, la sagesse, la leçon de vie d'un conte. Voilà. Alors, on va lire attentivement, on va observer et lire attentivement le texte suivant. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas chose étrange si l'on est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais, hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux. Voilà, c'est une morale écrite sous forme de poésie par les frères Grimm. Alors remarquez que vous avez l'air d'une poésie dans le texte. Par exemple, les rimes enfant, gens, fille, gentille, étrange, mange, loup. Voilà, sorte, accorte, courroux, loup, courroux, doux, demoiselle, ruelle, doucereux, dangereux. Voilà, c'est une morale écrite à la façon d'un poème. On voit d'ici que de jeunes enfants. Voilà, très bien. Alors, le texte. Ce texte parle de qui? Il parle des jeunes enfants, surtout les jeunes filles. Et il parle des loups. Pas tous les loups. Il y a des loups et des loups. Il y a des loups que vous voyez comme loups et il y a des loups que vous voyez comme agneaux. C'est des loups, mais pas des loups. De l'extérieur, par apparence, vous ne voyez pas des loups. Vous voyez des agneaux. Vous voyez des êtres sensibles et doux. Mais de l'intérieur, c'est des loups. Donc vous avez deux types de loups. Des loups que vous voyez réellement comme loups et des loups que vous voyez doux et gentils, mais qui restent quand même des loups. Alors il faut faire attention. Très bien. Premier texte, voyez, très bien. Deuxième texte. On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants. Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise,
On le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. C'est une morale écrite aussi sous la forme poétique par Charles Perrault. Donc il y a des parents qui ne s'affligent pas. Il y a des parents qui ne sont pas tristes, qui sont très contents quand ils ont beaucoup d'enfants. Et que ces enfants sont beaux, sont bien faits, sont bien grands. Donc les parents sont contents parce que les enfants sont beaux, sont bien faits, sont bien grands. Et d'un extérieur qui brille. Mais si ces parents, ces mêmes parents, ont des enfants qui sont faibles, comme le petit poussé, par rapport à ses frères, qui sont faibles, chétifs, maigres, de taille petite, de taille minuscule, qui ne disent mot. Hein? C'est les souffres-douleurs de toute la famille. Vous voyez? Donc, si ses parents ont un enfant comme ça, comme le petit poussé, alors qu'est-ce qu'ils font, ces parents? Hein? Ils vont le mépriser. Ils vont le considérer comme inférieur. Ils vont le railler. Ils vont se moquer de lui. Ils vont le piller. Ils vont lui prendre ses biens. Oui, tout c'est droit. Parce que lui, il ne parle pas et parce qu'il n'a pas de force. Alors on va le mépriser. Est-ce que les parents ont le droit de faire ça? Bien sûr qu'ils n'ont pas le droit de faire ceci. Parce que cet enfant, méprisé, rayé, épié, peut faire la surprise. Peut, cependant, ce petit marmot, ce petit gosse, ce petit gamin, ce petit mioche, ce petit moutard, ce petit garçon, lui, il peut faire le bonheur de toute la famille, comme a fait le petit poussé, qui a aidé. Le père a pris, le bûcheron a pris le petit poussé et ses frères dans la forêt pour les perdre. Le petit poussé a entendu la discussion entre le père et la mère. Il a préparé des cailloux blancs dans sa poche. Il a jeté les cailloux blancs sur le chemin. Le premier jour, il a su revenir avec ses frères à la maison. Le deuxième jour, le père a fait la même chose. Il les a pris une deuxième fois à la forêt pour les faire perdre. Le petit poussé a mis des tranches de pain dans sa poche. Il les a jetées sur le chemin, sur le sentier. Mais les oiseaux ont mangé ces petits morceaux de pain. Et quand le petit poussé a essayé de revenir avec ses frères, il n'a pas trouvé le chemin. Il n'a pas retrouvé le chemin. Donc il était obligé de les conduire. Regardez, le petit poussé, le plus faible, il était obligé de les conduire dans la forêt, de trouver une maison, de frapper à la porte. C'était l'ogresse qui a ouvert la porte. Et l'ogre était venu et il a décidé de manger les 7 frères le matin. Donc le petit poussé était très intelligent, il ne dort pas. Il va écouter la discussion entre l'ogresse et l'ogre. Il va voler les bottes de l'ogre. Il va voler tous les trésors de l'ogre. Et il va prendre ses frères et revenir à la maison. Le père est riche, la mère est riche, toute la famille est riche, toute la famille est contente. Grâce à qui? Grâce au petit poussé qu'on méprisait, qu'on raillait, qu'on pillait. Donc le petit poussé, ce petit marmot, a fait la différence, alors que ses frères restaient à pleurer. Ils ne savaient quoi faire. Très bien. Alors, on va expliquer les mots cités dans le texte. Voilà, dans le texte 2. Donc, s'affliger, s'attrister, mépriser, mépriser quelqu'un, le sous-estimer, le considérer comme inférieur. Piller quelqu'un, c'est le voler, prendre ses biens, les biens de quelqu'un. Voilà. Marmot, c'est le gamin, le gosse, le garçon. Bonheur, c'est la joie. Très bien. Donc, je relève les personnages cités dans les deux textes. Dans le texte 1, vous avez des filles gentilles et des loups. Des filles gentilles, des loups et des loups. Voilà. Donc, vous avez des loups qui portent les vêtements de loup, et vous avez des loups qui portent des vêtements d'agneau. Dans le deuxième texte, vous avez les personnages, c'est les parents méprisants. Les parents qui méprisent le plus faible dans la famille.
le plus faible de leurs garçons, de leurs enfants. Très bien. Un marmot méprisé, un garçon méprisé. Voilà. Je relève les caractéristiques des loups dans le texte numéro 1. Donc, les loups, si vous voyez un loup, vous allez faire attention. Mais quand est-ce que vous allez tomber dans le piège? Si vous voyez un loup qui n'est pas loup, vous voyez un agneau qui est loup. Donc, de l'extérieur, c'est un agneau, de l'intérieur, du fond, c'est un loup. Donc, de l'extérieur, comment sont ces loups? Ils sont complaisants, ils sont gentils, ils sont doucereux, ils parlent d'une façon doucereuse, ils se comportent d'une façon gentille, à tel point que vous ne pouvez pas croire que ce sont des loups. Mais au fond, ils sont très dangereux. Voilà. Alors, je cite les actions des parents dans le texte numéro 2. Les parents méprisent, raillent, pillent leur enfant. Très bien. Je cite les caractéristiques des filles dans le texte numéro 1. Alors, les filles qui tombent dans le piège des loups sont comment? Elles sont belles. Regardez, les loups savent bien choisir leur proie. Belle, bien faite, gentille. On peut ajouter aussi niaise. Voilà. Je cite les caractéristiques des enfants dans le texte numéro 2. Les enfants aimés par les parents, adorés par les parents. Ils sont beaux, ils sont bien faits, ils sont bien grands. Et l'autre, le méprisé, il est faible, il ne dit mot. Donc, dans le premier texte, on a fait une opposition entre les filles gentilles, belles et bien faites et les loups, dangereux, d'un côté, et on a fait une deuxième opposition entre les loups qui sont vraiment loups et les loups qui sont doucereux, qui sont agneaux. Dans le deuxième texte, on a fait une opposition entre les garçons aimés, les enfants aimés par les parents et qui sont beaux, bien faits, bien grands, et les enfants qui sont méprisés par les parents, qui sont faibles et qui ne disent mot. Voilà, donc je cite la préférence des parents. Qu'est-ce que les parents préfèrent? Ils aiment les enfants bien faits, bien sûr, vigoureux, forts, et détestent les plus faibles. Je relève l'expression qui montre qu'ils ont tort. Ces parents ont tort. Ces parents ont raison ou tort? Ces parents ont tort. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ces parents? Ces parents-là? Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils doivent considérer leurs enfants comme égaux. Tous les enfants sont les mêmes pour les parents. Très bien, donc ces parents ont tort. Voilà, et ce petit marmot, attention, ce petit marmot que vous méprisez peut un jour faire votre bonheur. C'est lui qui pourra faire votre bonheur, fera le bonheur de toute la famille. Je me rappelle cette histoire du lion qui marchait dans la forêt et qui a trouvé un rat. Il a attrapé le rat et il a commencé à jouer avec. Il ne l'a pas mangé parce que le lion n'avait pas faim. Alors, le roi des animaux jouait avec le rat et puis il l'a lâché, il l'a relâché. Il a dit, rat, va-t'en, je suis content aujourd'hui, je ne vais pas te manger. Et le rat était parti. Un jour, regardez, le lion est très fort, c'est le roi des animaux, il est puissant, et le rat est petit, c'est un animal très faible, très petit, etc. Alors un jour, le lion est tombé dans des filets de chasseurs. Il est tombé dans le piège de chasseurs. Voilà. Et il commence à rugir. Il commence à appeler au secours. Maintenant, c'est le roi des animaux, mais maintenant, il ne sait quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à crier, il va commencer à hurler, à rugir. Qui viendra à son secours? C'est le petit rat avec ses dents. Il va ranger les filets et il va libérer le lion. Donc, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Même si on est fort, même si on est grand, attention, il ne faut pas mépriser le plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Donc, je vais déduire l'opposition présentée dans les deux textes. Dans le texte numéro 1, l'opposition entre doucereux de l'extérieur et dangereux de l'intérieur, et dans le texte numéro 2, l'opposition entre les enfants faibles qui ne disent mot et les enfants qui pourront faire le bonheur de toute la famille. Je dis ce que j'ai appris des deux textes. Dans le texte 1, qu'est-ce que j'ai appris comme leçon, comme savoir? Qu'est-ce que je dois faire dorénavant, depuis cette séance et vers l'avenir? Qu'est-ce que je vais faire? Les belles filles, surtout les belles filles, vous, mes petites filles, attention, les belles filles ne doivent pas mettre leur confiance en n'importe qui. Ils doivent se méfier. Elles doivent se méfier. Ne pas faire confiance à n'importe qui, en n'importe qui dans la rue. Très bien. Et pour le texte numéro 2, on ne doit pas mépriser, on ne doit pas sous-estimer, on ne doit pas considérer comme inférieur un enfant faible ou qui ne dit mot. Car on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Car il pourra nous surprendre un jour. Il a quelque part, s'il n'a pas de force dans son corps, il a quelque part une autre force, une puissance quelque part. Dans sa façon de penser, dans sa façon de faire des stratégies, de créer des tactiques. C'est un stratège, c'est un tacticien, c'est un technicien, même s'il n'a pas les forces physiques demandées. Car il pourra nous surprendre un jour par une action dont on est tous incapables. Voilà, ça y est. Alors, je relève à quel temps verbal sont conjugués les verbes des deux textes. Bien sûr, puisque les deux textes nous donnent des leçons de vie, alors ce sont des morales. Et les verbes ici sont conjugués au présent de l'indicatif. Voilà. Par exemple, sont, suivent, c'est, méprise, raille, pille. Je dis comment s'appelle cette partie du conte. Bien sûr, une partie du conte qui vient après la fin du conte et dont les verbes sont conjugués au présent. C'est la morale. Très bien, c'est la sagesse, c'est la leçon de vie. Donc c'est une moralité, une sagesse, un enseignement de vie. Donc un conte n'est pas fait uniquement pour divertir, pour distraire, mais aussi pour véhiculer une morale. Donc vous lisez le conte et à la fin du conte, vous apprenez quelque chose qui vous servira dans votre vie de tous les jours. Je détermine les caractéristiques de la morale. Donc, la morale se place à la fin, après la solution. Le temps verbal utilisé dans la morale, c'est le présent de l'indicatif. Attention, vous allez avoir besoin de ça pendant la rédaction, pendant la production écrite. Le but de la morale, enseigner, véhiculer une morale, indiquer la différence entre le bien et le mal. Très bien, je retiens ce que vous devez écrire sur votre cahier. Un conte moral est une histoire imaginaire qui transmet une morale. Ça s'appelle un conte moral, qui finit par une morale. Sa conclusion, sa fin, est présentée comme une vérité générale. Donc on a utilisé le présent de vérité générale. Le présent de vérité générale. Rappelez-vous, le présent de l'indicatif ou bien le présent de vérité générale. Un exemple à suivre. La morale donne un exemple à suivre. Un modèle à garder en mémoire. Un modèle à garder en mémoire. Le conte moral s'adresse à la société, à la communauté et vise à instruire, à enseigner. C'est une école. Si vous lisez un conte moral, c'est comme si vous étiez dans une école. Vous allez savoir profiter de l'expérience du personnage principal pour votre vie. Vise à instruire le lecteur en lui indiquant le bien, la différence entre le bien et le mal. Très bien. Alors,
On va faire un petit résumé sur le tableau blanc. Alors, vous avez un compte, voilà, avec la situation initiale, le temps, le lieu, le personnage principal, des informations sur le personnage principal, un élément perturbateur, un événement qui va changer la vie du personnage principal et qui va causer son départ, les péripéties, les actions, les événements s'enchevêtrent, les événements s'entremêlent, il y a un tiraillement entre le bien et le mal. Le personnage principal passe d'une péripétie à une autre, d'un problème à un autre. Il cherche la solution de ce problème, puis il tombe dans un autre problème, et ainsi de suite. Donc ça donne des péripéties jusqu'à la solution, le dénouement qui est proposé par l'ami du personnage principal, qui donne un objet, par exemple, qui propose un objet qui va faciliter la solution. Et la fin, la situation finale, qui est généralement heureuse. Voilà, on a vécu l'histoire, Qu'est-ce qu'on a appris de cette histoire? On a vécu, on n'a pas lu seulement. En lisant le conte, on s'était mis à la place du personnage principal. C'est comme si on était, nous, le personnage principal, et qui vivait tout ça. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience? Qu'est-ce qu'on a appris? Bien sûr, vous aussi, vous êtes petit, mais vous tombez dans des erreurs. Qu'est-ce que vous avez appris de ces erreurs? Comment vous les avez résolues? Qui vous a aidé à les résoudre? Comment ça s'est passé, l'erreur, le problème? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Quels sentiments avez-vous eus? Et surtout, il ne faut pas retomber dans la même erreur. Comment ça? En suivant la leçon, l'expérience qu'on a apprise. Voilà pourquoi notre conte doit se terminer par une morale, parce que ça véhicule des valeurs et ça nous aide dans notre vie quotidienne. Donc on sort de la petite école dans laquelle on a étudié notre conte à la grande école qui est la vie et dans laquelle on doit savoir comment se comporter, comment choisir entre le bien et le mal. Cette leçon est désormais terminée.